Chers amis de Merta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série de Merta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage de Merta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Kursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. Et pour cette édition, nous retrouvons Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Je vais pas dire que vous nous avez manqué, c'est pas gentil pour notre Térémitel qu'on avait lundi dernier, il me semble. Je ne sais plus qui était notre partenaire d'édition. Oui, c'est bien ça. Mais on l'a déjà oublié. Ah non, pardon. Si, c'était Rémi, il me semble. Bon, voilà, donc on était content de l'avoir, mais on est aussi content de vous retrouver, Régis. Je suis ravi d'être parmi vous. Et on va parler de ces élections en Allemagne pour commencer. Un score impressionnant pour l'AfD, plus de 20%. C'est énorme. Oui, tout le bloc conservateur, d'ailleurs, ce qui est surtout, ce qu'on peut, d'abord dire le plus impressionnant, c'est la claque prise par Olaf Scholz et le SPD, qui, je crois, fait le pire score de toute son histoire, en fait. Ouais. Donc là, il recule, il est à 16%, c'était jamais arrivé. Donc il y a plein de raisons pour ça, et effectivement, la progression magistrale de celle qu'on appelle la princesse de glace, Alice Weidel qui fait qui dépasse les 20,8%. Je crois qu'il y a moins de 8% d'écart entre le CDU, qui est le parti historique allemand conservateur, parti d'Angela Merkel, mais très réformé par le probable futur chancelier Friedrich Merz, qui était le rival, faut le rappeler historiquement, d'Angela Merkel, qui a toujours constitué une sorte d'opposition au sein même de la CDU. Et là, c'est lui qui arrive largement en tête, mais il faut pas non plus, évidemment, la grande information de la matinée, c'est justement ce score attendu mais concrétisé de l'AfD et de sa dirigeante, avec tout ce que ça implique pour l'Allemagne, et surtout moi j'ai été absolument estomaqué hier en regardant la carte électorale. D'ailleurs, j'ai fait un petit tweet en reprenant une citation de François Mauriac qui disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'elle soit 2 ». Et quand on voit la carte électorale avec l'AfD qui reprend exactement les Länder dans lesquels elle arrive en tête, sont exactement la carte de l'ex-Allemagne de l'Est. Je pense que si l'Allemagne de l'Est existait encore, eh bien Alice Weidel en serait la grande chancelière haut la main aujourd'hui. Et puis la CDU à l'Ouest, donc cette division de l'Allemagne qui a quand même duré de 49 à 89, qui a quand même duré 40 ans, eh bien elle est toujours dans les esprits, elle est toujours dans les mentalités, elle est toujours dans la chair des Allemands aussi, puisque et à la fois les questions identitaires, les questions migratoires, peut-être une véritable vision de la vie. Et quand on voit cette carte électorale, ben dit voilà, l'Allemagne ne s'est pas réconciliée en réalité. Il y a quand même une question qui arrive à peu près à unir les Allemands, en tout cas on en a la sensation, c'est justement, vous l'avez mentionné, la question de l'immigration. On a des partis de gauche qui sont anti-immigration, on a l'AfD bien sûr, mais ça incite la CDU à confirmer ses positions aussi, peut-être radicaliser même ses positions sur l'immigration. Oui, alors le parti véritablement anti-immigration de gauche de Wagenknecht, lui, n'a pas réussi, il arrive à 4,97%, donc il ne parvient pas à obtenir, vous savez, il faut 5% pour dépasser les 5% pour pouvoir avoir des députés. Là, ça ne sera pas le cas, mais c'est vrai que il y a aussi un parti, je vais dire, proche de LFI, qui est Die Linke, qui lui, par contre, est d'une gauche, on va dire, immigrationniste, ou en tout cas wokiste, enfin qui comprend
vraiment tout un tas de variétés, on va dire de la déconstruction. Et lui, par contre, il fait quand même un gros score. Die Linke, on l'attendait pas, voilà. Et ça fait quand même que voilà, l'Allemagne n'est pas, il y a un bloc effectivement conservateur si on prend l'AfD et le CDU qui arrive largement en tête, même si ils ne s'allieront pas pour faire une coalition. Vous savez, la particularité de l'Allemagne, c'est les coalitions, c'est leur spécialité, une chose qu'on ne connaît absolument pas en France, qu'on est incapable d'envisager, mais chez eux c'est le cas, donc ça va prendre du temps. La dernière fois, pour que Olaf Scholz soit élu comme chancelier, ça a pris 70 jours pour former cette coalition. Là, on va voir ce qui va se passer. Bon, il y a quand même des choses qui sont intéressantes parce que même si l'AfD n'a pas obtenu la première place et n'obtiendra pas le pouvoir, il n'empêche que la CDU a dû amender son discours. Vous savez, c'est quand même le parti d'Angela Merkel, le parti des 1 million de Syriens accueillis en 2015, le parti du Wir schaffen das, c'est-à-dire nous arriverons à les intégrer. Bon, 10 ans plus tard, le fait est que avec la série d'attentats, il y en a quand même eu 8 en 5 mois, attentats la plupart du temps à la voiture piégée commis par des Syriens, alors pas forcément des Syriens qui sont venus il y a 10 ans, mais en tout cas des réfugiés syriens. Les viols de Cologne aussi. Il y a eu les viols de Cologne, il y a eu plein de choses qui sont venues, en fait, si vous voulez. Mais tant qu'il y avait Angela Merkel, le poids de la chancelière en termes de longévité, de légitimité, et puis même son attitude, parce que elle aussi, on parle de l'Allemagne de l'Est, elle vient d'Allemagne de l'Est. Si elle accueillit ces réfugiés syriens, c'est avec toujours cette idée du réfugié politique, et très ancrée en elle, et de la générosité dont devaient faire preuve les Allemands. Bon, tant qu'Angela Merkel était au pouvoir, une majorité d'Allemands pouvaient encore croire qu'elle avait ce souci, elle pouvait apporter justement ça et expliquer que les Allemands avaient besoin économiquement d'abord de ces réfugiés et ensuite avaient la capacité de les intégrer. Ça n'a pas du tout été le cas d'Olaf Scholz, qui a été pendant deux mandats d'Angela Merkel le grand argentier de l'Allemagne, qui finalement n'avait aucun charisme, aucune idée réelle, et qui là est balayé, on va dire, dans les urnes. Et la situation effectivement sur la question migratoire et sur la question de la sécurité est absolument cruciale, au point finalement que la CDU a dû justement donner des gages pour conserver ses électeurs, notamment le discours national, la culture dominante par exemple est un des thèmes développés par Friedrich Merz, en disant que les minorités ne pouvaient pas rester exclues, il fallait qu'elles se soumettent à la culture allemande. Et donc ça, c'est des nouveautés, et c'est vraiment un véritable virage à droite, on va dire, qu'a pris l'Allemagne. Alors j'entends Emmanuel Macron qui dit il prend acte de ce village conservateur, et il espère qu'on pourra, avec la France, faire des grandes choses avec l'Allemagne. Je suis pas sûr que l'Allemagne soit actuellement dans un état de faire des grandes choses avec la France, mais on verra. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui est amer, c'est que le SPD, effectivement, a perdu des élections, mais il va quand même faire partie du gouvernement. Oui, c'est toujours la particularité. Mais là, parce qu'il y a toujours, comme vous savez, c'est un peu la même problématique qu'avec le RN pendant longtemps et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cordon sanitaire à l'allemande sur l'AfD, qui est tantôt, classé à l'extrême droite, à la droite nationale, mais surtout qui a, dans son passé, eu des dirigeants assez permissif sur la question du nazisme, même si c'est pas le cas d'Alice Weidel, qui a beaucoup, qui a pas mal nettoyé, fait le ménage. L'AfD reste marquée et par ses adversaires, et donc il y a une sorte d'impossibilité pour le moment, en tout cas, de créer une coalition. Et d'ailleurs, le probable futur chancelier a dit évidemment que ça ne se ferait pas de ce côté-là. Donc la seule solution pour créer une coalition et avoir la majorité suffisante, au Reichstag, c'est de justement tendre la main à la gauche. C'est pas impossible, et c'est surtout pas une hérésie en Allemagne, alors qu'en France c'est quelque chose de totalement inconcevable. Oui, et puis pour les citoyens allemands qui ont voté largement
contre l'immigration, en l'occurrence, c'est vraiment ce qui remonte. Est-ce qu'ils vont pas vivre comme une trahison, l'alliance du CDU avec le SPD, alors que, a priori, sur les questions clés, ils seraient plus proches de l'AfD, mine de rien? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le vrai calcul que fait l'AfD. C'est qu'en restant dans une opposition, on va dire, déterminée, et en ayant le lead, c'est aujourd'hui la deuxième force politique en Allemagne, eh bien, fatalement, l'arithmétique fera que ils finiront par passer devant. C'est les enjeux sont, vous savez, c'est un peu on a tous les mêmes problèmes en Europe, hein, au même problème, les mêmes conséquences. Et on voit bien que aux dernières élections chez nous aussi, on est avec un RN extrêmement haut et on est dans une configuration. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que l'Allemagne a été très tard. A été tardive à prendre justement cette dimension identitaire. La menace de l'immigration n'était pas perçue en Allemagne pendant très longtemps. L'Allemagne pensait qu'elle pouvait intégrer et que ce n'était pas ce qui était plus important pour les Allemands, c'était le statut socio-économique et pas tellement la question de l'identité, la question justement de l'immigration, enfin de l'attitude par rapport à l'immigration. En France, au contraire, on a commencé l'émergence du FN, c'était les années 80. En Allemagne, il n'y avait pas du tout de mouvement. À l'époque, l'extrême droite en Allemagne, c'était des mouvements néo-nazis qui étaient dans un coin et qui étaient largement folkloriques. Donc cette prise en compte, et d'ailleurs ce qui est très intéressant quand on regarde la biographie d'Alice Weidel, vient d'abord de l'Allemagne de l'Ouest, elle a du succès en Allemagne de l'Est, mais elle vient d'Allemagne de l'Ouest, et elle a un profil, elle est docteur en économie, elle a travaillé pour Goldman Sachs, donc c'est quelqu'un qui a un profil qui a rien à voir avec, on va dire, son électorat, en plus homosexuel, revendiqué, pour un électorat de l'AfD qui est majoritairement encore masculin et venant des Länder de l'Est. Donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que voilà, elle a beaucoup fait évoluer, mais elle-même aussi a beaucoup évolué. Si elle rejoint l'AfD en 2013, c'est sur des questions d'euroscepticisme, c'est sur des questions d'opposition au financement par l'Allemagne, justement, des prêts à destination des pays du sud de l'Europe, notamment de la Grèce. Souvenez-vous comment la vraie fracture de l'époque, c'est l'Allemagne qui assistait des pays et un ras-le-bol des Allemands. Et c'est pour ça que Alice Weidel a rejoint l'AfD, pas du tout pour des questions migratoires qui sont venues plus tard et qui sont venues notamment en 2015 avec la générosité de Angela Merkel. Voilà. J'avais une question et j'ai oublié. En plus, c'était une question importante. Non, mais parce qu'évidemment, l'Allemagne est aussi déchirée par la question ukrainienne. Ah bah oui, voilà, oui. C'était ça. Je voulais faire le lien avec l'Ukraine. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a sur l'Allemagne et sur la question ukrainienne une attitude qu'on retrouve pas chez les Français, enfin chez nos dirigeants et chez nos élites, on va dire, qui continuent à soutenir l'Ukraine. C'est que l'Allemagne a un constat très réaliste, un peu comme de la même nature que celui de Trump, c'est-à-dire quels sont nos intérêts et comment on va par rapport à ces intérêts, comment on va se positionner sur l'Ukraine. Alors le nouveau chancelier, donc Friedrich Merz, lui a dit il faut que l'Allemagne gagne son autonomie et se détache des États-Unis. Ce qui est quand même assez incroyable parce que l'Allemagne était quand même l'allié le plus attaché justement, notamment au niveau de sa sécurité, à la protection que lui offraient les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait vraiment une alliance très très forte. Donc là, il va falloir s'en détacher. Il anticipe, je pense, le retrait des bases américaines d'Allemagne. Ça, c'est une possibilité. Le fait qu'il va falloir que le budget de la défense, mais déjà les Allemands ont pris des dispositions pour augmenter leur budget, alors que c'était une hérésie avant. Comment la question militaire, on ne touchait pas à la question militaire. L'Allemagne refusait d'intervenir dans le monde à cause justement de son passé et de tout d'une certaine culture, on va dire, contre l'intervention, contre le militarisme à cause de la Seconde Guerre mondiale. Bon, là, tout ça est en train de changer. Donc, il y a cette dimension. Mais surtout, je pense, vis-à-vis de l'Ukraine, le vrai constat que font les Allemands, c'est qu'est-ce que
que ça nous a coûté, et ça nous a abîmé notre économie. C'est-à-dire que à partir du moment où le pipeline de Nord Stream a été plastiqué, eh bien l'Allemagne a perdu ça a été le début de la fin du Deutsche Qualität. Alors il n'est pas complètement mort, mais si vous voulez, la crise économique que traverse l'Allemagne est considérable aujourd'hui. Donc en plus, si Trump rétablit des pratiques tarifaires sur l'acier, sur l'aluminium, les voitures allemandes vont moins se vendre aux États-Unis. Donc il y a une situation extrêmement critique, et ce qu'avait dit Alice Weidel. Alors pour ce qui est de Friedrich Merz, on va voir comment les choses vont évoluer, mais l'AfD, le message était clair, c'était rétablir des relations avec la Russie immédiatement pour retrouver ce gaz à bon marché qui est à la base de la santé économique allemande. S'il y a un gaz d'origine GNL qui arrive et qui coûte plus cher, mais évidemment ça sera moins avantageux, et ce qui a fait le succès du Deutsche Qualität, justement, c'était c'était un triptyque décidé à l'époque de Gerhard Schröder, qui était utiliser les hydrocarbures à bas prix venant de Russie, commercer avec la Chine et laisser notre sécurité aux Américains. C'était ça. Ça a été le secret, la clé de la réussite allemande. Bon, si vous enlevez les hydrocarbures à pas cher, et que avec la Chine, bien le commerce se fait moins bien, ou enfin avec des pratiques et des tarifs douaniers, eh bien évidemment vous mettez en péril cette économie. Et actuellement, je crois que les Allemands veulent revenir justement à ça, et peu importe que l'Ukraine continue la guerre, peu importe qu'elle perde la guerre, la vraie question, c'est la sauvegarde de l'Allemagne et des intérêts allemands. Quand on parlait de la future position et du poids politique de l'AfD dans la vie allemande, justement, on le sait, l'AfD est soutenue par les États-Unis aujourd'hui. Enfin, Donald Trump a quand même des affinités avec l'AfD. Est-ce que c'est quelque chose qu'il pourrait faire valoir? Et justement, au moment où on est à l'heure des résolutions de conflits, est-ce que ça pourrait donner du poids à l'AfD? Évidemment, Elon Musk en particulier, donc on va dire le bras droit de Donald Trump, a affiché son soutien quasiment 2-3 fois par jour sur X à l'AfD. C'était une sorte de thème récurrent des tweets d'Elon Musk. Il est même intervenu pendant un meeting devant les supporters de l'AfD. Ça lui a été reproché. On a dit qu'est-ce que c'est que cette ingérence, etc. Moi, je crois que il y a dans la position d'Elon Musk, comme dans celle de Donald Trump, une véritable intention de faire exploser l'Union européenne. On feint actuellement de ne pas le comprendre, ou en tout cas de dire mais non, ils n'y arriveront pas, mais en réalité ils ont commencé depuis très longtemps. J'avais dit sur cette antenne déjà que l'été dernier, moi je m'étais rendu en Hongrie, et j'avais remarqué à quel point les conservateurs hongrois étaient soutenus de façon totalement claire et évidente par les conservateurs, pas les néo-conservateurs, mais les conservateurs américains type MAGA, donc Make America Great Again. Il y avait un certain nombre de financements ou d'alliances entre les Trumpistes et Viktor Orban qui existent depuis très longtemps. Et je pense que cette Hongrie a servi et sert encore de cheval de Troie du conservatisme à la Trump en Europe. Ajouter à cela Giorgia Meloni aussi, où les Américains ont leurs entrées évidemment depuis très longtemps à Rome. Vous prenez tout un tas de mouvements en fait conservateurs anti-immigration en Europe, ils sont soutenus. Et ce qu'on remarque, c'est quand Trump est arrivé, son attitude vis-à-vis de l'Union européenne, c'est de dire je vais parler aux dirigeants des États et non pas aux dirigeants à Bruxelles. Donc ça veut dire que il met Bruxelles sur la touche et il joue cette carte. Et qu'est-ce que fait Elon Musk? Elon Musk s'immisce donc dans les élections en Allemagne pour pousser l'AfD. Il met aussi sur le grill Keir Starmer en Angleterre, notamment sur la question des viols de masse, et des Pakistanais, des gangs pakistanais, poussant le gouvernement anglais finalement à ouvrir une enquête et expliquant que les dirigeants ne sont pas dignes du peuple
couple, etc., etc. Donc, si vous voulez, ils essayent à chaque fois de faire tomber un à un les dominos des pays, finalement, de façon à rendre obsolète l'Union européenne. Je pense que c'est une véritable démarche. On se demande ce que l'Union européenne va devenir, d'ailleurs, parce que vous allez voir, dans les mois et dans les semaines, dans les mois qui viennent, des grandes alliances ou des grands projets qui vont se mettre en place. Alors la question de la fin de la guerre en Ukraine en est une, mais également vous allez avoir des rapprochements avec la Chine, ou en tout cas une discussion avec la Chine. Il est même prévu, j'ai lu ça hier, que Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent le 9 mai pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Donc vous imaginez que par rapport à ça, quand on a cette entente, et même quand ce qui s'est déjà produit à Riyad, où vous avez eu des discussions bilatérales entre Américains et Russes, accueilli par l'Arabie Saoudite, donc par aussi un géant du pétrole, mais aussi un pays qui a un positionnement géostratégique, diplomatique extrêmement important aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les traités, ou en tout cas on démarre, on dialogue, on trouve des solutions, on essaye de trouver des solutions à des problèmes mondiaux. Ça ne se passe plus en Europe, que c'est plus le traité de Sèvres, c'est plus le traité de Versailles, c'est plus chez nous que ça se passe. Ça se passe soit en Turquie, soit en Arabie Saoudite, et on n'est pas à la table des négociations. Et vous savez, on dit toujours, si vous n'êtes pas autour de la table, vous êtes au menu. Et moi, j'ai l'impression que malheureusement, on est au menu, mais on n'en a pas encore complètement pris conscience. Emmanuel Macron part très déterminé, il nous l'a vu expliquer dans une vidéo hier sur TikTok ce qu'il allait dire à Donald Trump par rapport à Vladimir Poutine. Je trouve ça d'ailleurs assez hallucinant que le président nous dise avant ce qu'il va dire à Trump. Il aurait mieux fallu peut-être attendre que la réunion ait lieu et qu'il nous dise après ce qu'il lui avait dit. Sur TikTok en plus, les modes de communication sont importants, quoi. Mais je ne suis pas sûr que le poids d'Emmanuel Macron aujourd'hui soit suffisant pour infléchir. Et encore une fois, je pense que ce qui est en train de se passer avec la Russie et les États-Unis, c'est que l'idée de Trump, c'est de détacher la Russie de la Chine. Ça, c'est son obsession. La Chine étant évidemment l'adversaire désigné, et la Russie avec l'Ukraine est quelque chose que Trump entend terminer, il entend achever cette guerre justement pour passer à l'étape suivante. Et nous là-dedans, à aucun moment on intervient, si ce n'est que d'être des vassaux tout juste bons à acheter du matériel militaire américain. Alors, vous avez parfaitement eu raison de souligner que Trump intervient en Pologne, en Italie, en Hongrie, en Allemagne, Trump et ses troupes en Angleterre. On a l'impression qu'il y a un pays dont il n'a vraiment que faire, c'est la France. Oui, c'est vrai que... Mais vous savez, ça correspond un petit peu à la mentalité américaine. Quand on a vu Trump expliquer qu'il allait à Gaza, transformer Gaza en Côte d'Azur et y voir des casinos, là, il faut se mettre dans l'état d'esprit du personnage qui regarde la côte du New Jersey, construit le Taj Mahal dans les années 90, avec l'idée que le casino est comment on va dire, la valeur absolue du bonheur, ou en tout cas une matérialisation d'un rêve américain. Bref, ça c'est dans la mentalité de Trump. Mais par rapport à ça, la France, pour beaucoup d'Américains ou pour des gens comme Trump, est un musée en fait. Nous ne sommes pas des gens pris au sérieux. C'était déjà le cas au moment de l'opposition à la guerre en Irak, où là on nous a traités de lâches, on nous a traités finalement de tir au flanc, qu'on n'était pas reconnaissant par rapport au débarquement, etc. Donc il y a toujours cette dimension historique. Mais en vérité, les Américains perçoivent la France comme une sorte de terre qu'ils aiment bien, mais comme un musée vivant, un musée d'autrefois, de choses que leurs grands-parents ont vues quand ils ont fait le débarquement ou les campagnes de France. Et ça reste très enraciné dans les mentalités. Et le seul qui était capable de leur opposer vraiment, de s'opposer à eux, de montrer une politique véritablement différente, c'était le général de Gaulle. Et depuis le général de Gaulle, président après président, on est devenu pour les Américains une sorte de paradis sympathique. Alors
s'y ajoutent tous les problèmes, et ça Trump met souvent l'accent sur la question du terrorisme, la question de la permissivité. Souvenez-vous comment il était intervenu sur le Bataclan, expliquant que si les gens avaient le droit de porter des armes en France, ils auraient tué les terroristes au Bataclan et il n'y aurait pas eu autant de morts. Enfin, voilà. Donc il considère qu'on est un pays de lâche, un pays permissif, un pays finalement de bon à rien, mais qui a encore quand même ce côté, vous savez, ce roman qui avait eu un succès dingue qui s'appelait A Year in Provence, c'est-à-dire une année en Provence, qui était un roman où voilà, on avait la France idéale, la France qu'aiment les Américains, et je vous dis, c'est un musée vivant. Et est-ce que on peut être satisfait du fait que Trump et ses troupes veuillent détruire l'Union européenne, puisque après tout on a l'impression que c'est un problème français, ou est-ce qu'au contraire, au moment d'aboutir par un biais qu'on n'imaginait pas à la défaite de l'Europe, on n'est pas en train de se dire mais on va quand même se retrouver un peu nus et désarmés dans un monde cruel? Mais je crois que oui. Enfin, reprenons, puisqu'on on célèbre ce matin ce tragique anniversaire de la guerre en Ukraine. Mais on est en train de sortir de notre naïveté, je pense pas encore complètement, mais d'un état d'esprit où les Américains avaient le lead sur la guerre et nous suivions, apportions notre contribution, parfois on donnait de la voix, on avait épousé complètement la narration d'une Ukraine qui allait gagner, d'une Russie qui allait perdre, d'un Vladimir Poutine qui en était à son 15e cancer. Enfin bref, toute la palette des artifices de communication avait été utilisée et avait complètement écrasé toute forme de journalisme pour expliquer la guerre en Ukraine, ne serait-ce que d'aller sur place. Vous savez, il y a quand même eu des gens qu'on voit encore vociférer sur cette guerre. Je pense en particulier à Michel Goya, qui est un historien militaire respectable, et qui, il y a encore 2 semaines, vous expliquait que l'Ukraine pouvait encore gagner la guerre. Donc, si vous voulez, on est encore prisonnier de cette narration, sauf que le moteur, la locomotive, elle est plus là. Et nous, on est les wagons. Alors, il va falloir qu'on invente des moteurs pour pouvoir aller de l'avant, sinon on va finir par s'arrêter. Et cette guerre, finalement, elle va nous tomber dessus, c'est-à-dire que les Américains veulent qu'on paye pour elle, ils veulent que nos budgets de la défense augmentent. Alors est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui économiques et en fait tout ça est en train de révéler une extrême fragilité, parce que on a aussi un contexte interne en France qui est extrêmement dégradé. Je veux dire la question des OQTF, la question du narcotrafic, la question nos relations internationales. Vous savez, et je regardais simplement en prenant l'Algérie, nous sommes positivement incapables de renvoyer des blogueurs haineux, des influenceurs, etc. Mais l'attentat de Mulhouse qui s'est produit il y a 2 jours, l'auteur a fait l'objet de 10 tentatives de retour et à chaque fois les laissez-passer consulaires ont été refusés. Donc on est incapable de sortir de notre territoire, de renvoyer en Algérie ces individus dangereux. Et étonnamment, Trump les Algériens ont aussi des gens en situation irrégulière aux États-Unis. Et bien, face aux demandes de Trump de faire partir ces gens, l'Algérie a dit d'accord, ils ont à peu près 300 ressortissants. Et comme la Colombie, comme le Venezuela, comme plein d'autres pays, eh bien, Trump a tapé du poing sur la table et l'Algérie a dit oui, on va les reprendre. Alors, Trump est capable de faire sortir des Algériens, de les ramener en Algérie des États-Unis, et nous on n'est pas capable en France parce que voilà, il y a cette espèce d'absence de prise de décision et on est en train d'essayer de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Non, on n'arrive pas à prendre des décisions et on n'arrive pas à avoir une politique, et quand on est débordé, eh bien finalement le droit nous encadre, le droit nous rend incapables d'agir, puisque on nous dit mais non, on peut pas faire ça parce que le Conseil d'État va dire, le Conseil constitutionnel, etc. et ça sera retoqué. Bon, ce qu'on remarque avec Trump, c'est que lui fait les choses et ensuite, effectivement, il y a des juges qui viennent s'opposer. Mais si vous voulez, c'est quand même le primat de l'exécutif, et ça serait bien qu'en France, on le montre aussi, parce que sinon, on va nulle part. On doit se mettre à défendre l'Union européenne, à espérer sa survie pour pouvoir survivre face à Donald Trump. Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas imaginer, c'est ce que nous expliquent les souverainistes, que en fait la solution, c'est justement de se
détacher de cette Union européenne mourante et puis de rétablir notre souveraineté en tant que nation. Écoutez, si vous arrivez à me citer un point positif, alors vous savez, pendant longtemps, on disait l'Union européenne a permis d'empêcher la guerre depuis 70 ans entre la France et l'Allemagne. Bon, certes, c'est une bonne raison d'avoir fait l'Union européenne et on peut que s'en féliciter que la France et l'Allemagne aujourd'hui soient pas des pays comme prêts tous les 20 ans à envahir l'autre ou en tout cas à mener une guerre mondiale. Mais si c'est le seul point positif, il faut changer tout ça. Enfin, on sent bien qu'aujourd'hui, d'abord à tous les niveaux de la société, on n'arrive pas à faire aimer l'Europe dans sa forme actuelle. C'est-à-dire que il n'y a pas d'adhésion au projet européen. En tout cas, cette adhésion est totalement dégradée et que les élections européennes sont souvent d'ailleurs l'occasion d'un défouloir en termes électoraux qui porte encore plus des pays hostiles à l'Europe en avant. On l'a vu avec la victoire 2 fois de suite aux élections européennes du RN, qui est un pays qui est un parti qui avait pris des positions très hostile à Bruxelles et les amendant au fur et à mesure, mais si vous voulez, il y avait quand même, voilà, qui est né en opposition sur des principes de retour de souveraineté. Et en effet, là, vous avez raison de souligner que est-ce qu'il ne faut pas imaginer plutôt une Europe des nations? Est-ce qu'il ne faut pas finalement revenir à des principes où ce que ressentent les gens, c'est quand ils sont attaqués, quand ils sont quand leur pouvoir d'achat est diminué, quand ils n'ont pas la sécurité, qu'on rétablisse déjà une sécurité interne avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, qu'on redevienne maître de nos flux migratoires, puisque l'Europe, elle a permis, l'espace Schengen finalement a été une véritable passoire pendant des décennies, et c'est peut-être aujourd'hui le moment de se dire, il faut redéfinir l'ouvrage en tout cas, et ne pas s'attaquer bec et ongle à des institutions qui sont supranationales, subies par les peuples plus que l'objet d'une adhésion, et que cette Union européenne, d'abord, qui au départ est quand même une créature américaine. Quand vous regardez Robert Schuman, Jean Monnet, qu'on décrit comme les pères de l'Europe, c'est des gens qui étaient extrêmement influencés par les États-Unis pour justement s'attaquer à ce qui restait en Europe d'identité nationale, parce que pour les Américains, il fallait des vassaux, il fallait surtout qu'il n'y ait plus de De Gaulle. L'ennemi principal, c'était De Gaulle, à tous les niveaux. Et ça, je ne saurais que, je le conseille souvent, mais je vais le redire une fois encore, le livre d'Éric Branca, L'ami américain, est extrêmement, extrêmement révélateur sur l'attitude des Américains. Et quand on lit un livre pareil, qui a été écrit par un chercheur qui, lui, est allé aux États-Unis, qui a inspecté les archives américaines, justement, de la diplomatie des années 50, ou la diplomatie des enveloppes de cash qui arrosait de François Pinet, d'Antoine Pinet, jusqu'à Daniel Cohn-Bendit, tout ce qui était anti-gaulliste, on remarque que l'attitude hostile des Américains vis-à-vis de la France et de l'Europe, elle date pas d'hier, et on a voulu se voiler la face. Merci Régis pour cette addition, et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci aussi à toute l'équipe.